si t'es sain d'esprit, c'est trop dur, enfin, ça fait trop mal. En fait, entrepreneur, ça a toujours envie de faire des trucs, donc ça va jamais à la plage. Et quand ça y va 15 jours, ça finit par s'ennuyer, donc ça veut retourner au boulot. On accepte d'avoir mal pour pas s'ennuyer, quoi. Salut Émeric. Salut Nelly. Comment vas-tu? Écoute, ça va bien. Allez, on est parti, je t'emmène dans le roller coaster. On va Prends coaster. place. Allons coaster. Alors, est-ce que tu aimes les sensations fortes et les manèges? Oui, quand j'ai pas trop de surprises. Quand je sais à quoi m'attendre. Ouais. Donc là, c'est une surprise pour Là, toi. c'est une surprise, absolument. Ok, super. Donc on a reçu ton dessin. Ouais, magnifique dessin. Artiste. Très artiste, ça se voit d'ailleurs, non? T'avais remarqué? Ouais, je vois une tendance à la courbe haute, Ouais. basse. Allez, on rentre dans le wagon. On Ouais. est en 1992. 72? Ah, pardon. 72. 72. J'ai 51 ans, ma pauvre. Ouais, On dirait pas, Ah non, tu vois. c'est C'est les pulls de start-up, on sait c'est plus usé, trop. ouais. Non, en 72, je nais à New York. Ouais. Tu nais à New York. Ouais. Donc, Alors, pourquoi j'ai mis ça? Parce que ça intéresse personne, où je suis né, on est bien d'accord. Mais le fait que je sois né à New York, ça m'a ouvert l'esprit sur les États-Unis, sur l'anglais, et donc je ne suis pas resté longtemps à New York. Je suis rentré très petit. Mais dès que, à l'école française, j'ai eu la chance d'apprendre l'anglais, et j'ai voulu apprendre l'anglais vachement mieux que tous mes petits camarades. Et donc j'étais bien meilleur en anglais que tout le monde. J'ai fait mes premiers stages quand je faisais mes études de droit à New York, aux États-Unis. J'ai fait ma coopération à Washington. Donc j'ai toujours été très tourné vers les États-Unis. Et ça a fait que quand j'ai monté des boîtes, les États-Unis, c'était mon marché de prédilection. D'abord parce que je savais lui parler, je le comprenais. Je n'étais pas impressionné par lui parce que j'avais beaucoup vécu, j'avais plein d'amis américains. Et monter sur une scène pour parler devant des Américains, ça ne me faisait pas peur. Et ça m'a permis de développer des business qui avaient accès à un marché 10 fois plus gros que le marché français. Hein. C'est aussi bête que ça. Et je me suis dit, quand on a monté notamment la deuxième boîte, je me suis dit, et on était 6, on était tout petits, sans argent. Je me suis dit, si je dois me démener quelque part, autant que je me démène sur un truc qui est 10 fois plus gros et qui a 10 fois plus de profondeur. Donc cette naissance, ça a été un fil rouge, un fil conducteur dans beaucoup de choses qui me sont arrivées par la suite. Et justement, tu en parlais des États-Unis. Pour toi, effectivement, par rapport au marché français, cette notion de grandeur, tu la ressens. Bah oui. Oui. Oui, alors c'est aussi plus concurrentiel sur certains segments, c'est pas forcément évident quand tu es français sans moyens et que tu te bats avec des Américains qui ont levé des centaines de millions. Mais même ça reste, c'est tellement profond, c'est tellement grand, il y a tellement d'argent aux États-Unis que même si tu es moins armé pour te battre que les gros Américains qui ont levé plein d'argent, ça fait quand même des beaux petits business français. En tout cas, je suis le plus gros français grâce à ça, de très loin, même un des plus gros européens. S'il n'y avait pas eu les États-Unis, on n'en serait pas du tout là où on en est aujourd'hui. Donc, ce que tu es en train de dire finalement, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui partent aux États-Unis, qui reviennent un peu sur le tapis rouge français, en quelque sorte. Tu l'as ressenti, ça? C'est-à-dire qu'on t'accueille beaucoup plus avec... C'est-à-dire plus de fierté, Étonnamment, non. Pendant longtemps, les Français, ils pensaient même qu'on était Américains, ils ne savaient même pas qu'on était Français. Donc, on était presque discountés parce que mais eux, c'est les Américains. Non, 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 non. Parce que comme on était tout petit et qu'on n'avait pas de moyens, j'avais fait que du marketing en anglais, en visant les États-Unis avec un accent texan. Et donc, les Français, ils pensaient qu'on n'était pas fait pour eux, quoi. Donc, il a fallu qu'à un moment, c'était en 2016, je crois que j'ai recruté mon premier marketeur français. Et il a fallu qu'on se dise, bon, il faut qu'on mette une équipe en France pour faire du marketing en France aussi, parce que c'est bien gentil de faire que de l'américain, mais on est français et ça serait dommage de ne pas être les meilleurs sur notre marché alors que c'est de là qu'on vient, quoi. Et finalement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on en parlait sur le fait que les Français, les Américains, finalement, on n'est pas si loin. Non, on est même très proches. Ouais. On est très proches. Les différences qu'on a, elles sont infinitésimales si tu compares avec des Asiatiques ou du Moyen-Orient. Voilà, les différences culturelles, elles sont faibles. C'est presque les mêmes quand on est des Hollandais et des Français ou des Anglais et des Français, quoi. Ok, donc là, on démarre. Arrive ensuite une rencontre. Oui, 93, c'est la rencontre avec mon cofondateur, Ben, qui a été mon cofondateur et mon CTO pendant 24 ans. Donc, il a repris sa liberté en décembre 2023, donc c'est tout récent. Donc une rencontre à New York? Une rencontre à New York, on était tous les deux en stage, moi dans un cabinet d'avocats et lui dans une agence de com. Et on était dans la même maison d'étudiants, International House, sur la 121e. Et on allait dans les soirées, on allait acheter des CD. T'as pas connu? T'as connu les Si, CD? quand même. Ouais. Les cassettes, par contre, t'as pas connu. Si, j'ai connu. Ah, les cassettes Oui, aussi, oui. waouh.
Voilà, et donc on allait acheter de la musique. C'est un grand féru de musique, de culture et de choses comme ça. Il m'a fait découvrir plein de trucs. Et on s'est rencontrés là en 93. On s'est retrouvés avec son frère jumeau en 96 à l'ambassade de France à Washington quand je fais ma coopération, à la place de mon service militaire. Pour ceux qui nous écoutent, qui sont nés après 1980, même pas d'ailleurs, je pense 1978, je pense qu'il n'y avait plus de service militaire, donc voilà. Et donc il y avait une histoire un peu marrante entre les Hédiard, Benoît et Frédéric, Benoît mon cofondateur et Frédéric son frère jumeau, où on s'est retrouvés à 2 fois, 3 fois de suite, à des endroits totalement improbables. Eux ils vivaient à Avignon, moi à Lille, il n'y avait absolument aucune chance qu'on se retrouve après cet été-là à New York, et on s'est retrouvés. Et en 2000, on se parlait beaucoup, c'était la bulle Internet, 99-2000. Tout le monde passait sur M6 en ayant levé des milliards avec des PowerPoint, tu vois. Et lui et moi, on s'est dit, merde, nous aussi, on peut le faire. Et donc, c'est comme ça qu'on a lancé Affinities, de la pire des manières, avec la pire des idées, le pire des process. Mais en 2000, c'est pas grave, parce que comme on ne savait rien, il n'y avait pas de podcast, il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas de blog, il n'y avait rien du tout. Donc en vrai, tu faisais toutes les conneries de la Terre, mais tu ne pouvais pas le savoir, donc c'était pas très grave. Donc je ne m'en veux pas, je ne m'auto-flagelle pas. Et on lance Affinities à ce moment-là sur la base d'une fusion d'une idée que lui avait et d'une idée que moi j'avais eue. Les 2 idées n'avaient absolument rien à voir l'une avec l'autre, mais on a réussi à les foutre ensemble et à sortir Affinities, qui était un outil SaaS déjà. Ça ne s'appelait pas le SaaS en 2000, mais c'était du SaaS, c'était du logiciel en ligne que tu pouvais utiliser sur un navigateur qui permettait de créer ta propre communauté. Voilà, en gros, c'était ça. Et l'intérêt ? L'intérêt, c'était d'aller lever des fonds ou c'était de créer une société à ce moment-là ? Franchement, je pense que c'était la plus bête et la plus mauvaise des motivations, qui disent ils deviennent tous riches avec leur PowerPoint, nous aussi on peut le faire, quoi. Et après, tu découvres ce que c'est que l'entrepreneuriat et tu fais, ah merde, en fait, devenir riche, c'est pas si facile. Réussir, c'est pas si facile. Trouver des clients, c'est pas si facile. Avoir un go-to-market qui tienne la route, c'est pas si facile. Monétiser ton machin, qui avait même pas de monétisation, parce que quand tu as 25 ans et 26 ans et que tu te lances dans ce truc-là, tu comprends pas forcément tous ces tenants aboutissants. Et après, tu fais, ok, d'accord. En fait, c'est une autre vie. Est-ce que j'en ai envie ? Et puis tu redéfinis et tu remets sur le tapis ce que tu as envie de faire et tu dis, ok, j'ai envie de faire ça, ça me plaît, même si je ne deviendrai pas riche, ce que je ne suis pas devenu pendant pratiquement 20 ans. Mais l'étincelle de départ n'était pas forcément la bonne, mais elle a fait naître un autre moteur, une autre envie qui dure depuis 2001. Oui. Donc ce premier projet, ouais. Il a éclos ? Il a éclos, il est sorti en février 2001. En février 2001, la bulle Internet vient d'exploser. Donc là, lever de l'argent, terminé. Plus personne veut entendre parler d'Internet. En 2001, en début 2001, Internet, c'est un ballon de baudruche. C'est de la merde, ça n'existera plus, c'est terminé. C'est assez drôle d'ailleurs de voir comment les choses montent au firmament et s'écrabouillent après et plus personne n'en veut. Sauf que la tendance de fond, elle est là. Comme on le sait, Internet, ça n'a pas disparu. Et en fin juin, juillet 2001, j'ai pu un radis. Parce que comme j'étais avocat, j'étais profession libérale, donc je n'avais pas de chômage. Et donc j'ai dépensé mes 180 000 francs d'économie à l'époque. On était encore en francs français. Et je suis retourné bosser dans mon cabinet d'avocat parce que j'ai plus de thunes, quoi. Donc il fallait que je paye le loyer et que je mette de la nourriture sur la table à la maison. Donc, voilà. Mais la structure, elle tournait. Elle continue à tourner. Et moi, là, c'est ce que tu vois après, 9 ans d'entrepreneuriat, soir et week-end. C'est-à-dire qu'après, de 2000 à 2009, 2008, je travaille tous les soirs, tous les week-ends, à faire ce que je peux avec le temps que j'ai. Benoît, lui, il retourne aussi travailler dans une boîte de consulting web qui s'appelle Béjaflor à l'époque. Je ne sais pas si elle existe toujours. Et il fait ça pendant un an et demi. Et au bout d'un an et demi, on a réussi à monétiser un petit peu. On doit faire 2000 € ou 2500 € de MRR, donc de chiffre mensuel. D'abonnement, c'est un abonnement. Ouais, d'abonnement. Ouais. Et donc, grâce à ça, il quitte son job parce qu'il n'était vraiment pas content d'être consultant web. Il n'aimait vraiment pas ça. Et il adorait coder et s'occuper de son produit, son bébé qu'il avait créé. Et il revient, lui, à plein temps, en se payant au lance-pierre avec le peu d'argent qu'on arrivait à générer. Et moi, mais vous avez cette conviction de ce projet, dans tout ce temps, il faut que ça marche. Je ne sais pas. Pour moi, c'est plutôt obsessionnel, compulsif qu'autre chose. C'est l'idée que si on ne le laisse pas tomber, à un moment, ça va devenir quelque chose. Il ne faut pas abandonner, tu vois. Il ne faut jamais abandonner, il faut aller jusqu'au bout, il faut essayer encore.
On a pivoté plein de fois, je ne vais pas tout te raconter, parce qu'en 30 minutes, on n'aura pas le temps, mais on a fait une marque blanche, après on a créé une agence au-dessus pour permettre aux marques de créer leur propre communauté, avec leur propre design, leur propre layout, tout ça. On a essayé plein de choses qui ont marchouillé, on va dire ça comme ça. Pour donner un ordre d'idée, donc en 2000, on fait 2000 balles de chiffre d'affaires par mois. En 2008, on fait à peu près 10-12 000. Voilà. Ok, donc on est sur une progression lente. Aujourd'hui, je fais 1,7 million par mois. Tu vois, entre 0 et 12 000 et 12 000 et 1,7 million, c'est pareil, c'est 10 ans, tu vois, à peu près, quoi. Donc c'est juste pour dire, parfois tu t'entêtes dans un truc qui ne va pas forcément t'emmener très loin, mais je pense qu'on avait cette espèce de, pour des raisons assez différentes l'un et l'autre d'ailleurs, de trucs chevillés au corps, de faut pas lâcher, ça va finir par prendre, tu vois, voilà. Et quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, exactement. Merci, Monsieur Macron. Maintenant, ça s'avère avoir été idiot après coup, parce qu'Affinities n'a jamais fonctionné. Affinities, on a fini par le tuer, et on a créé Agora Apple sur le cadavre d'Affinities. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que pendant 10 ans, vous vous êtes acharné sur un produit. Sur un produit. Vous étiez deux ou vous aviez commencé à monter des... Donc deux pendant 10 ans, à vivre à côté sur d'autres métiers, etc. Moi, j'avais d'autres business, d'autres jobs salariés ou en freelance ou machin. Et Benoît à plein temps, et il se payait au lance-pierre avec... Donc là, il n'y avait pas de notion de levée de fonds, pas de notion d'aller... Non, là, c'était sur vos deniers personnels. Personne donne des fonds à une boîte qui galère depuis 10 ans et qui fait 10 000 balles par mois de chiffre d'affaires, si tu veux. Ça n'existe pas, quoi. Donc, à un moment donné, le coup près, c'était au bout de 10 ans, vous avez dit, bon, là, on arrête. Qu'est-ce qui s'est passé Le coup près, c'est... Alors, pour bien comprendre l'état d'esprit dans lequel je pouvais être, moi, au bout de 10 ans, quand j'étais avocat d'affaires, donc j'étais avocat d'affaires pendant 6 ans avant de monter cette boîte, quand j'étais avocat d'affaires, à l'âge de 27 ans, je gagnais à peu près 12 000 € par mois. Donc j'étais extrêmement bien payé. Et j'ai abandonné ça pour aller vivre une vie d'entrepreneur bohème au SMIC. Enfin, je schématise, mais c'est à peu près ça quand même, quoi. Donc vraiment sans argent. Et 10 ans après, tous mes copains de mon cabinet de l'époque, ils roulent en BMW X6, ils ont des maisons à Versailles, ils partent en vacances au Club Med. Et moi, avec mon SMIC, j'ai ma pauvre 205 diesel. Enfin, elle ressemble à rien, ma vie, matériellement parlant. Et là, au début, je suis là, ouais, je vais y arriver. Mais au bout de 10 ans, t'es usé. Enfin, t'es pas, ouais, je vais y arriver. Je suis une merde. Enfin, tu vois, j'ai clairement raté un truc. Les autres, ils ont réussi. Et moi, comme un con, j'ai cru que j'allais faire mieux qu'eux en allant ailleurs. En fait, non, j'ai fait rien du tout et c'est épouvantable. Et justement, cette comparaison avec ton univers du droit, quand même, c'est quand même un microcosme assez particulier. Justement, c'est cette façon de toi persister. Est-ce qu'il te comprenait ? Non, personne ne me comprenait. Je pensais que j'étais un fou. Ouais. Pourquoi tu as quitté un si beau job, qui en plus est socialement reconnu, t'es docteur, ou t'es médecin, ou avocat, ou banquier, j'exagère, enfin... Non, ils ne comprenaient pas. Ouais. Et ils te soutenaient ? Alors, ma première femme ne m'a pas forcément soutenu, parce qu'elle est partie. Elle a trouvé que c'était chiant, un entrepreneur qui travaille tout le temps et qui ne gagne pas d'argent, tu vois. La deuxième, beaucoup plus. Je pense que l'entourage d'un entrepreneur est absolument crucial et que cet entourage comprenne ce que ça veut dire et ce que ça veut vouloir dire pour eux. Parce qu'eux aussi vont devoir faire des efforts. Parce que toi, tu es tout le temps là-dedans, tu penses qu'à ça, tu n'es même pas forcément présent mentalement quand tu es présent physiquement, etc. etc. C'est pas toi que je vais apprendre ça, j'imagine. Faut que tu aies un entourage qui dise j'achète ça et je suis OK. Parce que j'aime ce que ça veut dire par ailleurs, la combativité, la créativité, le côté assez intéressant. Voilà. Donc il faut qu'ils apprécient ce qu'il y a de bon et de positif dans le profil d'un entrepreneur pour accepter de vivre avec ce qu'il y a de beaucoup moins bon et de beaucoup moins positif qui est assez compliqué à gérer, il faut le reconnaître, quoi. C'est-à-dire qu'on est là, mais on n'est pas là. Ouais, puis on parle que de ça, on est toujours là-dedans. On est quand même c'est une obsession. C'est totalement obsessionnel, quoi. Ouais. On se comprend. Mais je pense que si tu n'es pas obsessionnel, tu ne peux pas vivre ce truc-là et aller au bout, parce que si tu es sain d'esprit, on n'est pas sain d'esprit. Si tu es sain d'esprit, c'est trop dur, enfin, ça fait trop mal. Faut pas se faire mal à ce point-là, quoi. Donc il y a une notion un petit peu de folie, enfin pas un petit peu, même largement. Il y a une notion d'ignorance de la réalité. On ne regarde pas la réalité telle qu'elle est, parce que si on la regardait telle qu'elle était, on prendrait un job bien payé dans une bonne boîte confortable, on se ferait chier. Mais au moins, on se ferait pas mal. Voilà. Et nous, on préfère se faire mal pour pas se faire chier. C'est un peu ça. Hein.
on accepte d'avoir mal pour pas s'ennuyer, quoi, Ouais. pour faire un truc exaltant. Qui en même temps, l'exaltation, d'où le nom de ton podcast, c'est up and down très fort, quoi. Et est-ce que justement, toi, tu fais partie, parce qu'il y a plusieurs types d'entrepreneurs, il y a ceux qui arrivent à prendre beaucoup de recul sur les situations, il y en a, comme moi, qui les vivent pleinement, c'est-à-dire que c'est, quand tu descends, c'est tu descends, quand tu montes, waouh, c'est... Est-ce que toi, tu as un recul ou... Plus tu avances dans l'aventure, ce roller coaster très fort, il est très vrai au début, il se tempère avec le succès, avec la réussite et avec le lissage de l'expérience et du temps, évidemment, quoi. Aujourd'hui, mes ascenseurs émotionnels, ils sont pas comme ça. Ils sont comme ça. J'en ai encore, mais je les gère beaucoup mieux. Et puis, je suis dans une situation où je suis bien payé, c'est confortable, entre guillemets. Je pars en vacances que je ne faisais pas avant, des vacances chouettes qui me font plaisir. Est-ce que tu es en train de dire que finalement, l'entrepreneur qui a réussi va avoir une vie de salarié, finalement? Non, il n'a pas une vie de salarié parce que... Non, il n'a pas une vie de salarié parce que je travaille toujours 14 heures par jour et que dès qu'il y a des difficultés, c'est all hands on deck et le week-end et les vacances. J'étais au ski la semaine dernière, j'ai bossé 4 à 5 heures par jour si tu veux parce qu'on est en train de gérer des trucs où c'est compliqué, il y a besoin de moi, donc les vacances, c'est pas vraiment des vacances. Donc pas le droit non. à la déconnexion? Oh non, déconnexion, je sais pas ce que c'est moi, jamais. Enfin moi, je pars en vacances, je réponds aux gens sur Slack dans les 10 minutes, ou au mail, Non, la déconnexion, j'ai jamais fait, je connais pas. Ouais. Alors revenons dans notre rail. Ouais, revenons dans notre rail. Agorapulse, Ouais. qui débarque. Donc après cette terminaison, enfin la clôture de la première Ouais, aventure. on clôt après. En fait, on démarre Agorapulse, vraiment, que je le disais tout à l'heure, c'est pas très joli, mais sur le cadavre de la première, c'est le revenu récurrent de la première qui va financer le développement de la deuxième. Alors, c'est petit revenu récurrent, mais on avait 2 développeurs, donc mon cofonde et 2 développeurs et moi, on était 4. Donc on avait quand même quelques salaires sur les 12 000 par mois, ils n'étaient pas très élevés, mais ils étaient là. Et donc cette petite équipe de 3 développeurs va développer Agorapulse sur le revenu du premier qu'on ne touche plus, qu'on ne fait plus évoluer, qu'on ne cherche plus à vendre, etc. etc. L'idée, pour comprendre pourquoi on passe de l'un à l'autre, c'est que j'essayais de vendre ces communautés de marques à des entreprises, à des mutuelles, à tout un tas de boîtes relativement importantes, au barreau de Paris. Enfin, on avait un certain nombre de clients comme ça qui faisaient des plateformes de blog et de communautés grâce à la technologie en marque blanche d'Affinities et aux services d'agence qu'on avait mis autour. Et je faisais plein de conférences pour dire faites des communautés. Et à la fin, n'allez pas sur Facebook, c'est pas chez vous, ne construisez pas votre stratégie communautaire dans le jardin de quelqu'un d'autre, faites-le dans votre jardin à vous, etc., etc. Sauf que ça n'a pas marché. Et qu'à un moment donné, j'ai compris que les gens ils voulaient aller sur Facebook, point barre. Donc c'était pas la peine d'essayer de leur dire n'y va pas, c'est atroce, c'est pas chez toi, viens chez toi, construis ton truc. Construire mon truc, faut que je recrute un community manager, mettre des budgets, des machins, personne va vouloir me suivre là-dedans. Donc non, on va aller sur Facebook, on va mettre 10 000 balles. Et ils sont tous déjà sur Facebook, etc. Donc à un moment donné, j'ai compris que Facebook allait être le truc que tout le monde voulait faire en 2009-2010 et qu'ils n'allaient pas vouloir faire leur propre truc. Et là, un jour, à une conférence, il y a une femme qui est venue me voir après, elle m'a dit j'aime beaucoup ce que vous racontez sur les communautés. On voudrait faire un jeu concours sur Facebook, est-ce que vous faites ça? Et je lui ai dit oui, bien sûr, on fait ça, on n'a jamais fait ça de notre vie. Mais on avait tellement besoin de croûter qu'on était prêt à faire n'importe quoi. Et je suis rentré au bureau et j'ai dit à Benoît et aux 2 devs qui étaient là allez regarder l'API de Facebook. Le client, c'était la FIA, Fédération Internationale de l'Automobile, donc la Formule 1 WRC, donc blindé d'argent. Donc on a pu leur prendre, je me souviens plus, 15 000 euros. T'imagines 15 000 euros, c'était plus d'un mois de revenus à l'époque, c'était énorme. Pour faire un jeu concours sur Facebook avec Sébastien Loeb. Mais il a fait un peu de bruit parce qu'il y avait Sébastien Loeb, c'était la FIA, WRC, machin. Et on en a fait un 2e, un 3e, un 10e. Et à un moment donné, on était devenu une agence qui faisait des jeux concours. Par opportunité, ouais, complètement par opportunité pour gagner de l'argent, quoi, parce qu'on n'en avait pas. Et encore une fois, on avait besoin de manger. Et puis ces jeux concours nous ont fait devenir une agence. Benoît et moi, on a détesté devenir une agence, on ne voulait pas faire de service. On avait tous les 2 quitté un métier de service, lui, agence web, et moi, avocat, pour construire un produit et pour avoir une autre trajectoire professionnelle que celle d'un prestataire de service, quoi. Et donc, on se fait cette réflexion on n'aime pas ce qu'on est devenu, on n'aime pas la boîte qu'on a aujourd'hui. Et là, on voit aux États-Unis une boîte qui a fait ça, mais qui en a fait un produit qu'il a industrialisé en self-service. Et on voit ça tous les deux. C'est du SaaS, c'est du software, c'est un produit. On va prendre tous ces jeux concours qu'on a fait, on va les mettre dans une plateforme industrialisée dans laquelle les gens vont pouvoir souscrire eux-mêmes avec leur carte de crédit et faire leurs jeux concours qu'on vendait la semaine d'avant à 8 000 € le bout, parce que les 15 000, il y a eu tellement de concurrence que c'est vite devenu 8 ou 7, et là, on n'avait plus de marge.
Ces jeux concours à 7 ou 8 000 balles, on va les vendre à 50 balles par mois, génial. Et là, on va faire un carton absolu avec des jeux concours en self-service sur Facebook. C'est comme ça qu'Agorapple s'est né. Alors finalement, c'est né un peu du démarrage de ton aventure, c'est-à-dire New York, les États-Unis et l'inspiration américaine finalement. Oui, et puis surtout, Agorapple, quand on le lance en anglais, sur le marché américain. Moi, je mets mes fesses dans un avion tous les mois pour aller sur tous les salons, les événements, les social media, trucs choses, marketing, trucs choses, où il y a des influenceurs qui parlent. Je vais me faire copain avec les influenceurs. Ça prend un peu de temps, mais au bout de 3-4 années de ce régime-là, tous les influenceurs américains, c'est mes potes. D'ailleurs, il y en a un qui avait pris mon fils en stage après, donc vraiment, c'est devenu des potes. Et grâce à ça, on s'est fait connaître aux États-Unis dans un écosystème où, si tu n'étais pas mentionné par les gens influents sur leur blog et leur Twitter à l'époque, c'était très compliqué de devenir visible. Et c'est ça qui nous a permis de décoller un peu aux US. Donc le relationnel. Que le relationnel, oui. Tu y allais avec ta valise et à fond. Ouais. Ouais, je me souviens, je prenais des hôtels merdiques à 10 bornes de l'événement, parce que je n'avais pas du tout les moyens de me payer celui de l'événement à l'époque. Maintenant, je peux. Et c'était le hustle, comme disent les Américains. C'est le combat de rue, quoi. Ouais. Et donc là, ça y est, c'est l'ascension. Alors l'ascension, au début, elle est très, très lente. Ultra lente. Entre fin 2011, on le lance en septembre 2011, la première version de jeu concours. De 2011 à 2014, 2013-2014, c'est extrêmement lent. Et c'est extrêmement lent pour une raison toute simple, c'est que très vite, on se rend compte que les jeux concours, c'est un business model merdique. Parce que les gens, ils viennent, ils font un jeu concours, 1 mois, 2 mois, et ils coupent. Donc la rétention sur ton produit, il faut comprendre qu'un produit logiciel en SaaS comme le nôtre, ça n'est sain que quand les gens restent et continuent à payer. Si les gens viennent, payent 2 mois et arrêtent, en fait, ton pricing, 49 au lieu de 6 000, ça ne marche que si les gens restent très longtemps. Sinon, il faut vendre 6 000 une fois et se faire très mal pour vendre très cher du one-shot. Et donc, on a un business model absolument épouvantable, où on a un churn, comme ça qu'on appelle ça, ou de l'attrition en français, très fort. Ouais, les gens qui annulent leur plan tous les mois, on est à 20% par mois. Pour les gens qui connaissent, ils vont faire « Ah, c'est phénoménalement énorme ». Et donc très vite, on se dit, ça ne va pas marcher ce truc-là, on ne va jamais faire un gros business avec ça. Et là, on regarde ce qu'il existe sur le marché. Et sur le marché, il y a déjà Hootsuite qui a commencé à faire du social media management. C'est tout neuf, tout balbutiant. Et Buffer à l'époque. Et donc, on se dit, c'est ça qu'on veut faire, c'est l'outil quotidien. Il faut qu'on soit l'outil que quelqu'un dans l'entreprise utilise tous les jours. Si tu n'es pas l'outil que quelqu'un dans l'entreprise utilise tous les jours, tu n'as pas d'avenir. Donc, qui dans l'entreprise, à qui on parle aujourd'hui? On parle de community manager. De quoi ils ont besoin? Ils ont besoin de gérer les commentaires, la publication, les machins et trucs, et les mesurer si tout ça fonctionne à peu près. Il y a Buffer et Hootsuite qui ont commencé à faire ça. On va faire ça à notre sauce. Et donc, on pivote ce jeu concours vers social media management. Comme on a 3 devs et qu'eux, ils en ont 300, évidemment, ça nous prend de 2011 à 2014 de rajouter Twitter, puis de rajouter Instagram, puis de rajouter LinkedIn, puis de rajouter machin, puis le publishing, puis etc., etc. Donc, ça a pris 3 ans, quoi. Et là, tu attaquais toujours le marché américain? Toujours le marché américain, oui. Mais en voyant les 2 mastodontes, donc tu étais derrière un peu en follower, en quelque sorte? Ouais, avec un truc qu'on a fait en 2014 qui nous a sauvés, qui était notre truc smart, c'est que eux, ils ont pris l'angle du social media par le publishing et nous, on l'a pris par l'inbox. Et en fait, par la réception des messages privés, des commentaires, etc. Et on a été le premier outil social media à inventer une inbox, donc un peu comme ton inbox d'email, mais qui va recevoir tes commentaires, tes messages, tes mentions, tes machins. Alors qu'avant, la manière dont c'était fait, comme chez Hootsuite ou chez TweetDeck, c'est eux qui avaient inventé ça, c'était des colonnes, plein de colonnes. Donc tu voulais voir tes messages privés de cette page Facebook, tu avais une colonne avec tout cela dedans. De cette autre page Facebook, une autre colonne. Tu veux voir les commentaires de cette première page, une autre colonne, une autre colonne. Et donc si tu avais beaucoup de pages Facebook, beaucoup de comptes Twitter, tu avais 50 000 colonnes et c'était chaotique à souhait le truc. Donc c'est quand même une guerre de feature en anglais, mais pour nos amis français, c'est toutes les fonctionnalités en fait. C'est une guerre de fonctionnalité, c'est celui qui aura la meilleure fonctionnalité en quelque sorte. C'est une guerre de user experience, du X. C'est-à-dire que, je ne sais pas si tu connais un outil comme Loom qui permet d'enregistrer des vidéos. Oui. Ça s'est revendu $1 milliard pratiquement à Atlassian il y a quelques mois. $1 milliard en à peine 4-5 ans. Donc tu vois, je suis bien un nain de jardin à côté, quoi. Loom, ils ont fait un truc que d'autres faisaient déjà avant, mais ils l'ont fait avec une expérience, un design, une façon de l'utiliser qui était tellement mieux faite, mais c'était que des petites différences qui semblent infimes à l'œil nu,
Mais quand tu expérimentes le truc et que tu l'utilises, tu fais ah, c'est tellement mieux, ça change tellement que eux, ils ont un parcours incroyable, alors qu'il y avait 3-4 boîtes qui faisaient la même chose avant, qui existent toujours et qui font flip-flop dans leur coin, mais qui ne vaudront jamais 1 milliard. Donc parfois, effectivement, il y a des petites différences que tu peux ajouter dans le produit qui font waouh quand tu l'utilises. Et nous, on a eu ça sur Leanbox, à notre niveau, pas du tout au niveau de Loom, mais sur Leanbox, pour les gens qui avaient un gros volume de commentaires à traiter, on était de très loin la meilleure solution. Et c'est ce qui nous a permis de passer de 1 million à 10 millions, si je schématise à peu près de revenus annuels, quoi. Donc oui, effectivement, là, c'est là où tu fais un focus sur le user, le client. Un truc qui est différent pour nous. Ouais. Ouais, voilà, c'est un On a différenciant. un différenciateur énorme, c'est celui-là. Après, ils nous ont tous copié, les Américains, donc maintenant ils l'ont tous aussi. Ah, la fierté, on sent la fierté. Ah ouais. Bon, en même temps, on a la fierté, mais ils font beaucoup plus d'argent que moi, hein, donc ils ont quand même mieux réussi que moi au final. Malgré que tu sois sur le marché américain. Ouais. Et comment tu expliques le fait que... Parce que vous êtes basé en France et c'est du coup ça qui ralentit ou... Non, ce qui ralentit, c'est que l'un comme l'autre, ils ont levé quelque chose comme 300 millions de dollars. Ils ont 1000 salariés, donc ils vont plus vite sur tout le temps. Donc même si tu arrives à avoir l'avantage pendant 2-3 ans parce que tu as fait un truc qu'on n'a pas fait, d'abord, dès qu'ils vont voir que tu as fait un truc bien, ils vont le copier, premièrement. Et puis deuxièmement, ils vont faire plein d'autres trucs, ils vont monter up market, ils vont vendre dans des boîtes plus grandes, beaucoup plus chères. Toi, tu es 12, 15, 20, tu n'as pas le temps. Toi, tu dois être hyper concentré quand tu es petit et que tu as peu de moyens et que tu n'as pas levé d'argent. Ta seule chance de survie, c'est la concentration extrême, c'est le focus extrême. Eux, ils peuvent aller essayer plein de choses dans tous les sens qui vont leur faire démarrer des opportunités. Et du coup, sur ce parcours-là, vous êtes en fonds propres ou vous avez fait Toujours en fonds propres, ouais. Pas de levée de fonds? Non, jamais. J'avais vu sur Internet qu'il y avait... C'est un fail? Non, c'est pas un fake. C'est pas un fake, c'est ce qu'on appelle du secondaire. D'accord. C'est-à-dire que ça a permis de racheter les business angels qui avaient investi dans Affinities il y a 19 ans plus tôt, 100 000 francs, 15 000 euros à l'époque. Donc on les a sortis en 2019 où ils ont fait 25 fois leur mise, ils étaient contents. Et mon cofondateur et moi, en 2019, on a eu des vrais questionnements sur est-ce qu'on vend. On faisait 7-8 millions à l'époque. Est-ce qu'on vend? Est-ce qu'on prend nos millions et on va à la plage? Jamais je ferais ça, mais voilà. C'est l'image, hein. C'est l'image idiote où on pense que entrepreneur, ça a toujours envie de faire des trucs, donc ça va jamais à la plage. Et quand ça y va 15 jours, ça finit par s'ennuyer, donc ça veut retourner au boulot. Mais quand même, est-ce qu'on sécurise ce qu'on a fait en prenant un peu d'argent? Parce qu'en 2019, moi, j'avais même j'avais ma vieille voiture qui m'appartenait, mais c'était tout. Et il y a un moment donné où quand tu as une boîte qui fait un peu de chiffre d'affaires, qui a un peu de salariés, qui a un petit peu de muscles, tu te dis, ah, si ça pète demain, j'ai fait tout ça pour être au SMIC, c'est pas possible. Donc tu as ce besoin humain de sécuriser, tu vois. Et donc lui et moi je voulais m'acheter une maison. J'avais pas de maison, j'avais 47 ans quand on a fait ça. J'avais jamais rien acheté, j'avais aucune sécurité d'aucune sorte dans ma vie. Je voulais sécuriser ma famille, ma femme et moi-même. Et donc on a fait du secondaire, on a pris un peu d'argent, ce qui m'a permis d'acheter une maison. C'est ça, la levée de fonds de 2019. C'est des choses qu'on ne raconte pas dans les communiqués de presse, mais entre nous, personne d'autre ne va le savoir, on est d'accord. Non, voilà, c'est privé. On peut se le dire. Et je pense que c'est probablement la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, parce que ça m'a permis de continuer en disant, bon bah maintenant, s'il y a un cataclysme, au moins, je ne suis pas à la rue, quoi. Je ne vais pas finir clochard. Tu vas me dire, mais Aymeric, tu finiras jamais clochard. Bah, c'est idiot, mais tu as toujours cette peur au fond de toi de dire, et si je perds tout? Est-ce que je dois retourner chez mes parents? Tu t'imagines toujours l'histoire d'horreur, quand même, si jamais le truc... Mais c'est important de le souligner, effectivement, de sécuriser, parce qu'en général, les entrepreneurs, on part sur le front, on pense à tout sauf à nous. Et quand ça va mal, il n'y a personne qui pense à nous. Non, ça c'est sûr qu'il n'y a jamais personne qui a pensé à toi plus que toi, ça c'est sûr. Ouais. Donc oui, take money off the table, comme disaient les Américains qui me disaient tout le temps, tu devrais prendre de l'argent et faire du secondaire. C'est ce qu'on a fait à ce moment-là. Et je pense qu'effectivement, quand tu as l'opportunité, c'est une très bonne chose à faire. Et de manière assez amusante, ça ne fait en rien décliner ta motivation d'aller tout défoncer pour la suite, parce qu'un entrepreneur, ça ne se rassasie jamais d'avoir beaucoup d'argent, ça se rassasie d'avoir prouvé sa valeur, d'avoir prouvé qu'il est capable, d'avoir prouvé qu'il a su grandir, il a su se transformer, devenir, etc. Au final, dès que tu arrives à ne plus avoir faim, à pouvoir payer ton loyer, à pouvoir partir en vacances, bah, le reste n'a plus tellement d'importance, et donc en avoir un peu plus ou un peu moins, ça n'enlève pas ce moteur que tu as de prouver à toi-même et aux autres ce que tu es capable de faire, quoi. Et ça, c'est ton moteur, c'est toujours aller plus loin? Ouais, c'est apprendre, c'est devenir la personne que je ne suis pas encore et qui permettra d'aller chercher le truc d'après, quoi.
Ça, c'est un gros moteur, un gros moteur. Je pense qu'il y a un truc névrotique dont on ne parle pas, qui est compliqué de prouver. T'as vu ce que j'ai... Ouais, je pense qu'il y a un truc... L'ego Ouais, l'ego il y a un truc que tu d'entrepreneur. n'avouerais pas en public, mais comme on n'est pas en public, je peux te le dire, qui est effectivement lié à t'as vu ce que j'ai fait, quoi. C'est drôle parce que je suis allé faire du snowboard au Canada avec une 50aine d'entrepreneurs cet hiver, et j'ai fait 4 heures de route entre Spokane et Nelson au Canada avec un d'eux que je connaissais bien. Et on a eu cette conversation hyper intime sur mais pourquoi tu veux... Il dit je veux faire une boîte à 100 millions. Et je lui ai dit pourquoi tu veux faire une boîte à 100 millions? Il dit je veux que les gens me regardent et disent ah tu es celui qui a fait la boîte à 100 millions, machin truc. Et je lui dis c'est marrant, pourquoi on a besoin de ce truc, quoi? Pourquoi on est dans cette truc un peu névrotique, on a besoin d'être reconnu, on a besoin d'être aimé pour quelque chose d'extraordinaire dans notre esprit qu'on a accompli. Et c'était assez marrant cette conversation, parce que je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là à l'intérieur de nous qui se joue, qu'on n'a pas trop forcément envie de s'avouer tout le temps, peut-être pas du tout envie d'avouer en public, mais qui existe. C'est le côté animal de l'entrepreneur. Hein. On est des animaux, hein, à la fin. Tu sais, on est des animaux évolués, mais enfin, on est des animaux. Donc je pense que on a peut-être un truc de dominant qu'on a besoin d'exprimer comme ça. Et voilà, je ne suis pas psychologue du tout, c'est pas mon truc, mais je pense qu'il y a un truc de cet ordre-là. Oui. Donc là, on est en ultra-croissance, hyper-croissance finalement. Entre 2014 et 2019, ouais, à fond. Ouais. 100%, 150% par an, incroyable. C'est la cavalcade, on s'éclate. Et puis une petite vague. Ben notre bas du marché s'est effrité progressivement et de plus en plus. Et, et la croissance de 2014 à 2019, c'est des clients à 49 €, 99 € par mois. Cette clientèle-là, aujourd'hui, elle est sèche. C'est-à-dire que la croissance, elle n'existe plus sur ce marché-là. Et il y a plein de petits acteurs qui font des tout petits chiffres d'affaires, qui ont éclos un peu partout, mais qui sont contents avec leur 1 million, 2 millions, 3 millions. Sauf que nous, des gens comme nous, ça nous a bouffé la laine sur le dos sur le bas du marché. Et puis le bas du marché, il a été très concurrencé aussi par les outils natifs gratuits des réseaux sociaux, enfin Meta en l'occurrence avec sa business suite. Et là, on s'est dit, mince, il faut qu'on remonte dans le marché parce que l'argent, il est plus en haut du marché. Les problèmes compliqués que nous, on peut régler, ils existent plus chez les boîtes un peu plus grosses avec des présences internationales, des multiproduits, des multimachins. Plus les boîtes sont petites, moins les problèmes qu'on règle sont complexes. Plus les boîtes sont grosses, plus les problèmes qu'on règle sont complexes. Plus les problèmes sont complexes, plus les gens sont prêts à payer pour les régler. Et donc, il a fallu faire cette montée up-market, ce pivot-là, SMB mid-market, small business mid-market. Et ça, c'est extrêmement compliqué à faire, quoi. Je ne pensais pas que ça serait si long, si compliqué et si cher à réaliser. Oui. Donc c'est un changement de stratégie, un pivot. C'est un changement de produit, c'est un changement d'équipe, c'est un changement de façon de faire du marketing, c'est un changement de façon de vendre, c'est un changement de façon de se positionner, c'est un changement de façon de chasser ses opportunités pour les créer. Enfin, c'est un changement de tout, de A à Z. Ça, c'est pas la même boîte, quoi. Et je pense qu'on sous-estime complètement le travail qu'il va falloir faire pour faire ce pivot. Et que, d'ailleurs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'entrepreneur, il ignore, il regarde pas. Il vaut mieux pas trop savoir, parce qu'au départ, on m'aurait dit, ça va te prendre 4 ou 5 ans pour y arriver, ce truc. J'aurais fait, oh, j'ai même pas envie d'y aller, quoi. De la même manière que tu m'aurais dit en 2000, tu vas te payer le SMIC pendant 10 ans, j'aurais pas eu envie d'y aller. Donc en fait, il vaut mieux pas savoir ce qui t'attend quand tu te lances. Mais ce que ça doit apprendre, c'est que le parcours entrepreneurial, c'est pas une belle ligne droite comme ça, de haut en bas, c'est un machin qui fait dans tous les sens, et qu'on a tous des moments de plat. Alors on est en croissance encore, hein, on n'est pas plat, on a toujours été en croissance, on n'a jamais été plat, mais la croissance, elle n'a plus rien à voir avec les 80% qu'on faisait en 2019, quoi. Aujourd'hui, en 2023, je pense qu'on était entre 12 et 15. Donc alors 12 et 15 à 20 millions, tu vas me dire, oh formidable, extraordinaire. Sauf que dans notre industrie, c'est nul. Enfin, c'est mauvais. Il faudrait qu'on soit au moins 20, 25, 30, quoi. Et pour arriver à faire ça, il faut qu'on arrive à cranter cette transformation-là, qui est très dure à cranter. Merci beaucoup. Je t'en prie. C'était un super moment, Aymeric. Je te propose de signer ton petit ticket de passage. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à le commenter, le partager autour de vous et on se retrouve pour le prochain. À bientôt.